ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lobes. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on l'obtient pour les mailles. Mafia City, Bessie, ouais. Bessie, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte tous les heures, on est des gunman. Aïtrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on l'obtient pour les mailles. Mafia City. Bessie, ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bogaga Music. Matt Dog a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lobes. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on l'obtient pour les mailles. Mafia City. Bessie, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte tous les heures, on est des gunman. Aïtrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on l'obtient pour les mailles. Mafia City. Bessie, ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio,
Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Alitrema Bouyaka Bogaga Music Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc à l'objet pour les mailles. Mafia City. Kessi ouais. Yeah. Alitrema Bouyaka. Trop de love. I love you madame. Yeah. Et puis I thank you my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie quand ça ne va plus. Le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Alitrema Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc dans l'objet pour les mailles. Mafia City. Kessi ouais. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par vous faire... Je vais vous passer par notre jeune homme politique camerounais là. J'ai dit à mon ami Tef Chaleur. Tef Chaleur, je vais parler de ton petit là. Ton petit, il fait bien la politique. Nous sommes d'accord. Quand il dit quelque chose qui est bien, j'apprécie. Mais quand il dit quelque chose qui n'est pas bon, on doit lui dire que ce que tu as dit n'est pas bon. Parce que nous remarquons un petit glissement. Depuis, il est en train de faire un petit glissement, il fait un petit glissement, il fait un petit glissement, il fait un petit glissement. Mais nous allons l'envoyer un petit message aujourd'hui. Quand je parle là de Cabral Libby, quand Cabral Libby dit le maire ne doit pas demander l'autorisation du préfet pour faire une dépense, il a raison. Le préfet est là pour que tout ce que le maire doit faire doit être dans le cadre de la loi. Donc, quand Cabral Libby dit ça, on est d'accord avec Cabral Libby. Il a raison. C'est pour ça que les 500 articles du code
les lois sur la décentralisation, il y aura beaucoup d'amendements que les gens doivent faire. Donc quand Cabral Liby dit ça, il a raison. Parce que l'élu, c'est le maire. Étant donc le maire, il doit pouvoir jouir, il doit implémenter ce pourquoi on l'a élu. Mais s'il faut lui mettre les goulots d'étranglement pour prendre de l'argent, il faut que le préfet autorise, il faut que le ministre de la décentralisation utilise, ça ne marche pas. C'est tous les moyens de corruption. Là, à ce niveau, Cabral Liby a raison. Quand il relève ça. Mais là où, Tef Chaleur, nous ne sommes pas d'accord avec ton gars là. Là, il parle déjà du programme de Camto. Tout le monde a suivi l'émission Scène de presse du dimanche. La dernière question de la journaliste, la réponse de Cabral Liby, la voici. Et je vais passer l'audio. La journaliste pose la question. Pour faire court, il faut que je remets ça pour que tout le monde entende. Et c'est ça que nous disons, c'est pas bien. Il faut qu'il reste dans son couloir. Il est un jeune homme politique qui se bat. Il a les idées. Mais s'il veut se transformer en porte-avions, mon frère, qui se prépare bien. Parce qu'être un porte-avions, ça a les risques. Hein. Si tu deviens un porte-avions, ça a les risques. Parce que tu vois, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, ils ont les porte-avions. Avant, ils tournaient souvent dans le golfe Persique avec les porte-avions comme ils voulaient. Mais depuis que l'Iran a eu la torpille la plus rapide du monde, cette torpille, on l'appelle la torpille Svanch. C'est une torpille qui file dans l'eau à 150 km à l'heure, l'équivalent, parce que dans l'eau, c'est le nœud. Mais l'équivalent de la vitesse de cette torpille dans l'eau, c'est 150 km à l'heure. Cette torpille. Sa particularité, c'est que elle fend l'eau avec un gaz. Donc, dès qu'elle sort de son canon, de son lance-torpille, elle n'est pas en contact avec l'eau. Autour de la torpille, c'est le gaz. C'est le gaz là qui fend l'eau. Et la torpille file tellement rapidement, avec une grande vitesse que, puisqu'elle n'est pas en contact avec quelque chose, elle est entourée par le gaz. Donc c'est pour dire à Cabral, s'il devient le porte-avions, il s'attend à la torpille Svanch. Je vais vous mettre ce qu'il a dit. Parce que c'est un jeune que nous on aime bien. Parce que moi je n'aime pas souvent parler trop de lui, parce que je l'aime bien. Mais s'il veut prendre le chemin qu'il veut prendre là, parce que nous on a cherché Camto depuis 15 ans, qu'on cherche Camto. On cherchait Camto depuis 15 ans. On ne le voyait pas. Mais quand il est sorti, on l'a vu. Il ne veut pas qu'il prenne le programme de Camto. Je vous passe ce qu'il a dit. Parce que nous, on n'est pas là pour blaguer. Quand quelqu'un commence comme ça, il faut dire que, hey, parce que ça commence comme ça, après ça change.
Il y a contestation, c'est pour ça qu'il n'y a plus de paix. Il y a plus de... la modification de la loi sur les élections sont ceux-là qui ne veulent les urnes en 2000. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Les dirigeants ont une part de responsabilité, effectivement. Et le président lui dit clairement, il faut que nous apprenions maintenant à travailler 4 fois plus. Il faut que nous travaillions 4 fois plus. Parce que on n'augmentera pas la croissance d'un claquement des doigts. Si nous continuons avec nos mêmes mentalités, ce n'est pas possible. L'émergence, pour passer de 5 000 à 10 000, pour avoir un revenu de 5 000 à 10 000 dollars, mais messieurs, ce n'est pas en allant dans les églises, je veux bien. Ce n'est pas en allant invoquer je ne sais pas trop quoi. Il faudra effectivement que nous travaillions et que les conditions de ce travail, et ça j'ai bien aimé un slogan que lui il avait pendant sa campagne, qui était quoi? Libérer les énergies. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Voilà, il faudra effectivement que nous puissions travailler davantage. Donc ce n'est pas une affaire de slogan, parce que l'autre problème que nous avons, c'est que depuis 82, le président, lui, son rôle, c'est quoi? C'est de dire, voici ma vision. Rigueur, moralisation, libéralisation et tout, mais... Pardon, supporter l'image comme ça, c'est une tablette de secours. La tablette, on m'a demandé, je vais aller prendre ça demain. C'est une tablette de secours. C'est Tab 4. Tab 4 n'a pas une belle image. Édition de scène de presse pour aller dans les kiosques. Les unes du lundi nous sont présentées par Désiré Bonnet. Bonsoir Désiré. Bonsoir Luc. Je m'en supportais d'abord l'image comme ça. C'est Tab 4. Avant je faisais les diètes avec Tab 10. Donc. Je m'en supporter. Je vais régler ça. Je vais régler ça là. Supporter. Et selon Cameroun Tribune, c'était une première année bien remplie. Dans un mini-dossier que vous allez retrouver dans les pages 6 à 7. Parce que il faut que nous soyons... Parce qu'il ne faut pas que nous tombions dans le piège de la facilité. Il faut aussi savoir que nous sommes en train de faire opération 10 000 abonnés. Donc chacun de vous va dans la page. Il invite ses amis à liker la page. Parce que nous avons lancé l'opération 10 000 abonnés. Vous voyez qu'on fait un travail fabuleux. Vous et nous. Vous voyez qu'on a ouvert la page en septembre. À la fin septembre. En 3 mois, nous sommes à 5 000 abonnés. Donc vous voyez qu'on travaille énormément. Vous voyez qu'on pousse le bouchon très loin. Il faut qu'on continue comme ça parce que nous sommes dans 10 000 abonnés. Monsieur le Président du PCRN, une toute dernière question et vous répondez en quelques secondes. Sommes-nous prêts pour le Cameroun nouveau? Je vous l'ai dit, les Camerounais sont prêts. Et d'ailleurs, il faut qu'ils s'apprêtent davantage en allant aux urnes le 9 février 2020. Mais on est tous d'accord, M. Mienzo, que lorsque les premières causes de mortalité sont encore le sida et le paludisme, c'est très compliqué d'être plus près que ça. Et lorsqu'on a quand même 17 millions de terres arables, parce que moi je crois que c'est important, vous avez évoqué la question du travail. Si vous permettez, si on est d'accord, oui, mais la charge virale demeure mortelle, parce qu'il y a un objectif qui est assigné à cela. Mais on y reviendra. Mais puisque vous avez évoqué la question du travail, on est d'accord que la croissance porte l'emploi, donc le travail. Mais justement, la première richesse que nous avons, c'est la terre. Si j'avais été élu président, on parlerait d'autre chose, évidemment, avec les 100 hectares lancés par région dès 2019. Mais j'interpelle ceux-là qui ont gagné. Il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. On ne peut pas avoir 17 millions de terres arables, un peu comme l'Allemagne qui a 55% d'exploitation de cela ou la Malaisie, et on demeure à 8%, 10%. Il y a là un champ énorme
qui invoque la réforme agraire pour que les gens accèdent gratuitement au titre foncier et accèdent ensuite au crédit pour exploiter les terres. Donc ce n'est pas des solutions qui manquent, mais c'est des hommes pour appliquer ces solutions. Les camarades de M. Christophe Mienzok. Dernier mot, M. Christophe Mienzok, sommes-nous prêts? C'est là où je ne suis pas d'accord avec le président Cabral Libye. C'est là où je ne suis pas d'accord avec le président Cabral. Je vais vous expliquer. Vous savez, Cabral, il est intelligent. Comme il est intelligent, dans une phrase, il glisse un mot. Quand il glisse un mot, il ferme le mot avec un autre mot. Peut-être il peut glisser un mot, le mot clé, mais il ferme ce mot clé avec 3, 4, 5 mots. Mais il faut qu'il sache que la politique qu'on faisait avant les 1990, où il n'y avait que la presse écrite, ce n'est plus ça. Il y a une arme qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est-à-dire que lui peut passer dans une émission, il dit quelque chose. Nous, on va suivre l'émission là après. On dit, mais qu'est-ce qu'il dit là? Là, il dit quoi? Il dit 2 mots. Il dit l'histoire du travail. Il y a 10 millions de terres arabes. Qu'il faut qu'on règle le problème de la réforme agraire. Comme ça, ça va faciliter les gens à obtenir les titres fonciers. Je vais vous dire ce qu'on appelle la réforme agraire, parce que c'est ça. Quand il glisse le mot réforme agraire, et il place le mot titre foncier, pour les gens qui ne comprennent pas, ils vont faire l'amalgame entre la réforme agraire et le titre foncier. C'est 2 choses différentes. La réforme agraire, c'est le programme de Kanto. Ce n'est pas le programme de Cabral Libye. Cabral Libye avait son programme, tout le monde connaît. Nulle part, il a écrit dans son programme politique réforme agraire. Il disait dans son programme politique, il va libérer les espaces pour que les gens cultivent. Ni le président Ahidjo n'a fait la réforme agraire. Ni le premier ministre André-Marie Mbida n'a fait la réforme agraire. Ni le président Ahidjo n'a fait la réforme agraire. Le père Biya a 38 ans. Il n'a pas fait la réforme agraire. C'est Kanto qui vient avec le mot réforme agraire. Vous savez dans quel cas on parle de réforme agraire dans un pays? Moi, je vous explique. Et c'est ce discours, quand il commence à parler là, c'est pas bon. C'est pas bon. On parle la réforme agraire, on fait la réforme agraire dans un pays où vous avez un individu, 2, 3, 5 individus viennent dans votre pays, confisquent les terres. Je vais vous prendre des exemples pour qu'on se comprenne bien. La Rhodésie, devenue le Zimbabwe, la Rhodésie du Nord, devenue le Zimbabwe, la Rhodésie du Sud, devenue la Zambie, l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, le Canada. Dans ces 4 pays, on peut utiliser le mot réforme agraire.
Parce que par la puissance, des gens ont dépossédé les autochtones de leur terre. Les gens ont dépossédé les autochtones de leur terre. C'est pourquoi on parle dans ces pays de la réforme agraire, la restitution des terres aux autochtones. Maintenant, pour obtenir un titre foncier, on parle de modification de la procédure d'obtention de titres fonciers. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Modifier un titre foncier, c'est une chose. La réforme agraire, c'est la restitution des terres à ceux qu'on a dépouillés. Maintenant, la question que moi je veux poser, vraiment, Cabral, fais ta politique, laisse le programme de Kamto. Ne deviens pas le porte-avions. On veut que dire ça, ne devient pas le porte-avions. Laisse le programme de Kamto. C'est Kamto qui a le programme de la réforme agraire. Ni les Allemands, ni les Français sont arrivés au Cameroun. Ils ont signé un décret disant que toutes les terres appartiennent aux Allemands. C'est ça au Zimbabwe. C'est ça en Afrique du Sud. C'est ça aux États-Unis d'Amérique. C'est ça au Canada. Les terres n'appartiennent pas aux Inuits, aux Indiens, aux Apaches. Là, on va parler de la réforme agraire. Il faut restituer. Vraiment, nous on t'aime bien. On t'aime. Mais laisse le programme de Kamto Maurice. Merci. Pardon. L'histoire de réforme agraire, tu l'as déjà prononcée 2 fois. La première fois, je me suis dit, bon, ok. Tu as sorti ça de bouche comme ça, c'est sorti parce que peut-être, bon, le mot, tu as glissé donc. Ça fait 2 fois. Et les 2 fois là, mon frère, nous en géopolitique, on dirait qu'un homme politique sort un mot une fois. Attendez, bénéfice du doute. Mais s'il le sort pour la 2e fois, on prend ça au sérieux. Parce que si tu continues à parler de la réforme agraire au Cameroun, on comprend bien le programme de la réforme agraire. On sait ce que c'est que la réforme agraire. Nous connaissons bien à quoi ça va amener. Pardon, on a ton programme politique. On a ton programme politique. Nulle part, tu n'as écrit dedans réforme agraire. Vraiment. Que ça soit que c'est un lapsus. Papa, laisse le mot réforme agraire. Il faut laisser le mot réforme agraire. Fais ta politique comme tu as commencé depuis, en disant aux jeunes, lancez-vous, inscrivez-vous, faites ta politique. Papa, le mot réforme agraire que tu sors derrière 2 fois.
Ça fait 2 fois. Retiens. La réforme agraire, c'est Maurice Kamto. Et tu vois quel traitement il a eu. Mais comment ça, tu n'es plus notifié comment Blanche? Tu devrais être notifié. Je parle comme ça. Dis à ton mari que son fils, son président est déjà en train d'aller loin. Blanche. Dis à ton mari que ton président est déjà en train d'aller loin. Il est en train de prendre le programme politique de Kamto. Le voilà qui parle de réforme agraire la 2e fois, dimanche hier. Donc, dis ça à ton mari que lui de dire à son président de faire ta politique, il laisse le programme de Kamto. Dis ça à ton mari. Qu'il laisse le programme, qui dit à Cabral de laisser le programme de Kamto. C'est Kamto qui a le mot la réforme agraire. Si Cabral veut nous parler de la réforme, de la procédure d'obtention du titre foncier, c'est bon. C'est ça qui est la question. Tout le monde sait ce qu'on appelle une procédure d'obtention du titre foncier. Mais réforme agraire, nous tous nous connaissons ce qu'on appelle la réforme agraire. Et dans quelles conditions on parle de réforme agraire? On ne parle pas de réforme agraire n'importe où. Et n'importe comment. J'espère qu'il va nous comprendre. Ceux qui sont ses soutiens, passez-lui le message que, pardon, le mot réforme agraire, qu'il enlève ça de sa bouche. Parce que si ça a mis sur le mot réforme agraire qu'il peut utiliser là, c'est ça qui va l'amener. Comme Toki a écrit ça dans son programme, il a tout fait pour cacher, pour ne pas prononcer. Il a tout fait pour ne pas prononcer. Il cachait. Donc, mais oui, c'est de ça qu'il est question. Et en plus, la réforme agraire qu'ils sont en train de parler, c'est la réforme agraire qu'il faut exproprier les terres aux gens. Ce n'est pas la réforme agraire qu'il faut restituer. Et ils sont en train de parler de la réforme agraire qu'il faut exproprier, donc enlever les terres aux gens. C'est quoi ça? C'est quelle sorcellerie? Non, gars, ça ne va pas. Fais ta politique, laisse le programme de Kamto. C'est Kamto qui avait son programme de faire la réforme agraire. Comme tu l'as déjà utilisé 2 fois, on ne fait que compter. Hein. Vraiment, Thème Chaleur, il faut que tu dises à ton gars là, qu'il laisse le mot réforme agraire. Parce que ça commence comme ça. Ça commence comme ça, vous laissez, après ça devient autre chose. Maintenant, je vais vous parler. Nous avons un jeune Camerounais, M. Paul Daniel et Bekima, qui va nous parler. Il va vous parler de quelque chose que je vous parle souvent ici. Mais il faut qu'il vous parle, il faut que vous compreniez ce qu'il dit. Il parle de la souffrance des pays africains. Et il donne des solutions. Il est en train de parler de ce que nous on est en train de vouloir mettre ici, faire ici. Voilà.
Mon frère, supporte seulement non, Frédéric. Tu vas faire comment? Mais Frédéric, c'est l'image qui est un problème, Frédéric. C'est ce qu'il dit qui est important. Tu vas me voir après. On va régler l'affaire. Parce que ce que ce monsieur dit, c'est très important. Le conférencier, M. Koulikima, est l'un des penseurs qui travaille à donner une plateforme conceptuelle et pratique à la lutte de libération du continent africain. Donc, il est également l'un des promoteurs du journal. Non! Jim Noir! Jim Noir, tu ne peux pas comprendre. Attends, Jim Noir, quand tu vas suivre ce que le monsieur est en train de dire, tu vas comprendre qu'on est dans un système que si on ne se soude pas les coudes, les gars là vont nous faire ça dur. Méfie-toi avec les hommes politiques. Il y a les guerres en Afrique parce que c'est les hommes politiques qui vendent. Gars, c'est pour ça qu'il y a les guerres en Afrique. Il y a les guerres en Afrique parce que les hommes politiques, c'est eux qui vendent. Attends, il faut suivre ce que M. Paul Béki m'a dit. Parce que quand le gars commence comme ça à parler de réforme agraire, vous écoutez. Mais vous restez tranquille, vous ne réagissez pas. Gars, c'est une bombe. C'est une bombe. C'est ce que les Français et les Anglais ont fait. Ils ont divisé le Cameroun. Ils ont dit Southern Cameroun, Northern Cameroun. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais les gens n'ont pas réagi à cette époque. Le résultat de course, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Mon frère, on comprend ça, on sait à quoi ça va arriver. Également, un ami qui vit en Guinée m'a appelé il y a quelques jours notamment qu'il est en train de relire ce livre pour la 3e fois. Donc il faut comprendre comment ce livre est également très édifiant et pertinent. D'ailleurs, je vous conseille de le lire. Ce livre est disponible sur le site Amazon. Vous pouvez le commander là-bas directement. Donc, entre autres, Paul Békima est également un enseignant. Il est aussi consultant senior à Kios, DBB, une boîte de consulting spécialisée dans le management des risques et l'amélioration des performances d'entreprise, le data analytics et le BI, finalement appelé intelligence économique. Non, Jim, je ne tue pas les opposants. Jim, je ne tue pas les opposants. Je prends les opposants à leurs mots. Les gars viennent nous jouer un jeu de mots. Tout le monde on se tait, c'est mon frère noir. On ne peut pas se taire. Gars, on se tait, on est pris au piège. Fais attention avec les mots que les gars utilisent. Fais très attention, mon frère. C'est un jeu dangereux. Quand tu prononces un mot, c'est un mot que les gens qui sont derrière la glace veulent qu'ils utilisent. Mon frère. Non, Jim. Je ne peux pas critiquer la gestion du président Biya parce que le président Biya ne gère pas le pays seul. Et je vous dis bonjour et je vous remercie tous d'avoir pris un après-midi aussi ensoleillé pour vous enfermer avec nous ici. L'objectif aujourd'hui est que je vais partager quelques réflexions sur l'avenir de l'Afrique parce que il y a mon frère Mila. Mon frère Mila va prendre le dictionnaire, va lire le mot de la réforme agraire. Quand tu vas lire,
tu vas comprendre et tu vas dire à Krabal de continuer à utiliser. Tu as compris? Tu as compris? Parce que quand nous on parle ici là, vous, mon gars, je le sais vous-même, mais tu ne connais pas. Je le sais vous-même. Ne faut pas devenir comme les gens de Kamto. Hein. Je te rappelle. Hein. Parce que moi là, moi je ne veux pas parler. Hein. Je parle quand je sais que c'est grave. Quand c'est grave. Tant que les Camerounais, les gens confondent le président de la République, son rôle est défini dans la Constitution. Et moi là, je connais la définition d'une roue, le rôle d'une roue dans une voiture. Je connais le rôle du volant dans une voiture. Je connais le rôle de la toiture dans une maison. Tu as compris? Voilà. Quand vous mélangez tout là, moi je ne mélange pas tout. Je connais faire la différence entre un macabo, un plantain, une banane, l'igname, taro. Je connais faire la différence, mon frère. Le président de la République a un rôle. C'est bien écrit, noir sur blanc. Donc si tu viens dire, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau, il te dit que qui gère l'eau au Cameroun. C'est pas le président, hein. Quand vous voulez... Moi, j'ai un leader politique là-bas au Cameroun. Banda Akani. Quand il parle, tu crois que quand il parle, il y a des choses qu'il dit que je ne suis pas d'accord, mais il ne peut pas venir dire ça en public, parce que lui m'a permis de l'appeler et de lui dire ici. Il me dit, tu as raison, il rectifie. Mais vous êtes au plafond. On doit faire que des directs. Quand il parle, quand j'appelle le nom de son représentant ici là. Tef, je pense que je l'appelle pourquoi. Dis à ton gars là. Gars, c'est comme ça que je fais. Ou bien tu veux que j'ouvre tous les pages que j'ai mis de côté. Ça ne me ressemble pas. Je ne peux pas faire ça pour lui. Parce que c'est quelqu'un que j'encourage. Quand il commence à prendre le programme de Kamto, je dois lui dire que monsieur arrête. C'est le programme de Kamto. La réforme agraire, c'est le programme de Kamto. C'est bien écrit, clair. Mon frère, c'est le programme de Kamto. Donc quand un homme politique vient parler ça là, je l'écoute. Tu me dis que mon frère, il ne peut pas me taire. Je ne peux pas. C'est le programme de Kamto Maurice, la réforme agraire. Cabral Libi n'a jamais parlé de ça. Et vous savez même quel genre de réforme agraire il vient faire? Il vient faire la réforme agraire qui enlève les terres aux gens. Pour que 50 ans après, ça mène la guerre. Gars, vous ne connaissez pas, hein? Je dis que toi, tu viens de les sauver. Toi qui penses là que je ne sauve pas là. Mon frère. Si vous connaissez même ce qui se passe, hein, il faut écouter Paul Bekima qui y parle. Écoutons-le. Les derniers vestiges persistants de la colonisation, notamment le franc CFA. Et nous allons regarder cela d'une perspective analytique, non pas. Paul Bekima, quand il parle, je vais te couper. J'explique géopolitiquement pourquoi ce qu'il est en train de dire ne marche pas.
Parce qu'il y a parce que lui, il parle en termes économiques. Mais il n'allie pas l'économie qu'il est en train d'expliquer à la géopolitique. Quand il va parler, à un certain moment, je vais le couper. J'explique la géopolitique qui est à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Pourquoi on finisse ensemble? Pas qu'il finisse de parler avant que je commence à expliquer. Pas comme ça a été fait précédemment, mais en essayant de comprendre les mécanismes au fur et à mesure que nous avançons dans la livraison de nos produits d'exportation. Parce que il y a quelques pays qui sont encore les victimes de l'un des derniers vestiges persistants de la colonisation, notamment le franc CFA. Et nous allons regarder cela d'une perspective analytique, non pas comme ça a été fait précédemment, mais en essayant de comprendre les mécanismes au fur et à mesure que nous avançons dans la livraison de nos produits d'exportation. Voilà. C'est ça. Vous savez pertinemment que c'est ça qu'il a parlé. Tous les pays africains. Merci Niemek. Niemek, je te dis merci. C'est ce qu'il a dit pendant la campagne. C'est ce qu'il disait. Il faut faciliter l'obtention des titres fonciers aux propriétaires terriens. C'est ce qu'il disait pendant toute la campagne présidentielle. Je l'ai suivi. Je te remercie beaucoup. C'est ce qu'il a dit. Il disait qu'il faut faciliter l'obtention des titres fonciers aux autochtones. Comme ça, ça va faciliter les gens d'aller prendre les crédits. C'est ce qu'il disait. Mon frère, il n'a jamais prononcé le mot réforme agraire. Jamais. Vraiment de Dieu, merci. La réforme agraire, c'est le programme de Kamto Maurice. Bien qu'ils en soient conscients ou non, sont des victimes. Vous qui vivez aux États-Unis, par exemple, vous savez que si vous avez une maison et que votre voisin n'entretient pas la sienne, la vôtre perd la valeur. Donc le point du franc CFA n'est pas qu'un problème des pays dits du précaré français, c'est un problème de tous les pays africains qui ou vont se décider à en sortir ou vont accepter de se noyer. D'un autre côté, ne croyez pas que le franc CFA ne concerne du point de vue occidental que la France. La vérité est que c'est une concession qui leur a été accordée par les États-Unis lors de Bretton Woods pendant une rencontre entre Paul Mendes France et Henry Monguetto, qui était le secrétaire au Trésor américain. La concession consistait à quoi? Comme le FMI, parce que c'est de ça qu'il est question de mettre en place, concernant les quotas, il fallait réduire le quota de la France pour l'attribuer à la Chine. La France, étant mécontente, a réussi à négocier qu'elle puisse avoir une zone d'exclusivité monétaire. Donc, maintenant, cela étant dit que le franc CFA concerne tous les pays africains, le franc CFA ne concerne pas que la France, ça concerne la plupart des pays occidentaux. Donc, c'est un problème qui est beaucoup plus vaste que la sortie pure et simple du franc CFA. Cela dit, nous allons commencer par sa naissance. La naissance. Le franc CFA naît en 1945 par un décret signé par De Gaulle, assisté de René Pleven, qui était ministre des Finances, ça c'est le gouvernement provisoire, et de Jacques Soustel, qui était le ministre des Colonies. Donc, à la naissance, ça concerne plusieurs pays, mais pas entièrement les 15 pays de la zone franc actuelle. Parmi les 15 pays de la zone franc actuelle, il n'y avait que le Cameroun, les Comores et le Togo. Ce décret concerne aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie et d'autres territoires français, comme l'île de la Réunion. Mais entre-temps, vous vous rendez compte que les territoires français sont devenus français
et donc sont sortis de cette façon du franc CFA, ça concernait aussi l'Indochine. Entre-temps, l'Indochine a fait sa guerre et aujourd'hui elle a évolué en 3 pays totalement indépendants, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Chacun d'eux connaît des fortunes diverses, mais ils sont hors du franc CFA. La Somalie en est sortie parce qu'elle fait partie de ce décret. Et Madagascar. Donc à l'heure actuelle, parmi les pays originaux, il n'y a que le Cameroun, les Comores et le Togo qui sont restés et ont été rejoints dans cette mésaventure par 12 autres pays africains que vous connaissez et repartis en 2 zones. Qu'est-ce qui se passe en 1945? La France sort d'une guerre, elle est épuisée économiquement. Il lui faut très rapidement pouvoir relancer son économie. Alors, ils n'ont pas le temps de faire des expériences. Ils se rendent compte que outre-Rhin, ce que les Allemands avaient mis en place et qui les a ruinés en moins de 5 ans, est là. Ça a été perfectionné, ça a été expérimenté, donc ils savent que ça marche. Donc ils se tournent du côté de l'Allemagne pour reprendre ce programme. Alors, je vais vous présenter les vrais architectes de ce programme. C'est eux que j'appelle les maîtres nazis. Le premier que vous voyez là, c'est Hjalmar Schacht. Hjalmar Schacht était le président de la Reichsbank, c'est-à-dire la banque centrale allemande, et le ministre des Finances allemand. C'est lui qui est le cerveau derrière tout le CFA, qu'on appelait les comptes ASCII, qu'on appelle les comptes de l'opération. Il était secondé par celui que vous voyez à côté de lui, Émile Poul. Émile Poul, c'est son adjoint. À la Reichsbank, il était aussi membre du conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux, ce qu'on appelle BAS, que le docteur Djibouti a longuement parlé à la dernière conférence. Et soit dit en passant que Hjalmar Schacht, le docteur Schacht, est l'un des architectes de cette banque de règlements internationaux. Une fois qu'il a commencé à avoir des problèmes avec Hermann Göring, parce qu'on ne savait pas qui devait être le leader du plan de Hitler, qu'on appelle le plan quadriennal, et il y a donc des problèmes, il les vire Schacht du gouvernement et de la Reichsbank. Il le remplace par Walter Funk, que vous voyez là. Walter Funk. Et le dernier s'appelle Hermann Abs. Hermann Abs était le président de la plus grande banque commerciale en Allemagne. Et tout au long de cet exposé, vous allez voir comment toutes ces choses sont reliées. Maintenant, le prochain slide, on va voir ce que les 2 procureurs français au conseil de Nuremberg disent de ces 4-là. Donc, c'est ça le truc. Voilà ce que les procureurs français disent. Ils disent que ce que ces 4 ont mis en place, c'est un élément de la destruction économique. Vous voyez. Et à la fin, dans ce qui requiert leur réquisitoire, ils demandent la peine de mort contre ces 4-là, pour avoir mis en place un système monétaire qui était fait pour ruiner les pays européens. Et voilà donc où l'hypocrisie. Le procès de Nuremberg s'ouvre officiellement le 6 novembre 45, pardon. Et cette décision est prise le 25 décembre 1945. Et le plaidoyer a lieu en 1946. Donc voilà un groupe de gens qui représentent le gouvernement provisoire français, qui condamne avec la dernière énergie un instrument que la France est en train de reprendre à son propre compte pour détruire d'autres pays africains. C'est pour ça que quand les gens osent penser que le franc CFA n'est pas un instrument criminel, j'ai le sentiment qu'ils ne savent pas véritablement de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Aujourd'hui, l'objet de notre présentation n'est pas d'entrer dans tous les mécanismes du franc CFA. Pour cela, je vous réfère à des auteurs comme Joseph Jean Poumi et son livre Monnaie, servitude, liberté, Nicolas Bourou avec son livre L'euro et le franc CFA contre l'Afrique, qui rentre dans tous les mécanismes. Ce dont nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est suivre nos produits d'exportation à travers leur chemin ordinaire, le chemin monétaire, pour qu'on commence à voir toutes les anomalies dans lesquelles évoluent non seulement les pays africains francophones, mais prioritairement les autres pays africains. Et pour cela, puisque nous sommes des pays agricoles, on n'est pas vraiment industriels, c'est que nous exportons dans le jargon économique qui s'appelle des commodités.
Et donc, pour mettre les choses en place, j'ai envie de dire quelques mots sur les commodités. Et en passant, voilà, avant d'arriver, il y a des choses que j'ai envie d'évacuer très rapidement. Parce que dans les débats sur le CFA, vous voyez, beaucoup de gens se focalisent et disent que le CFA, le plus gros problème est qu'il est battu à Chamaillé. Bien que le fait que le CFA soit battu à Chamaillé est un problème à cause de la relation que nous avons avec la France, puisque la France est en vérité un intervenant dans le CFA, mais le problème du lieu où la monnaie est battue n'est pas un problème essentiel. Pourquoi? Parce que l'euro est battu par la compagnie allemande que vous voyez là, Gesicke-Devrient, qui est située en Allemagne. Et cette compagnie a aussi une succursale à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et c'est elle qui bat la monnaie de certains pays arabes. Mais la deuxième que vous voyez, Crane Currency, qui est une compagnie suédoise, c'est elle qui bat la monnaie de la Suède. Elle bat la monnaie de la Tanzanie et je crois du Ghana. Donc, bat la monnaie de plusieurs pays. Donc, le problème ici n'est pas de qui bat la monnaie, mais le genre de relation que nous avons avec la France, puisque dans les accords que nous avons avec la France, quand nous avons nos réserves d'échange, les compagnies françaises sont prioritaires. Donc, c'est un circuit, non seulement de pillage, parce qu'ils fabriquent plein de sociétés écrans, décident que c'est ceux qui ont gagné l'argent en CFA et leur attribuent prioritairement nos devises. Voilà le problème que nous avons avec eux. Le deuxième problème dont j'entends souvent parler également, c'est le lieu où se trouvent les réserves d'échange. Cela aussi n'est pas un truc essentiel. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas rapatrier toutes vos réserves que vous faites. Le rapatriement dépend de votre capacité d'absorption du capital. Et vous avez besoin qu'une partie de vos réserves reste à l'extérieur pour qu'elles puissent créer des richesses. C'est la raison pour laquelle la Chine, par exemple, est le premier pays en termes de réserves d'échange aux États-Unis. Elle a plus de 3 000 milliards de dollars. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Japon, il y a le Canada. Et d'ailleurs, la Chine et le Canada sont en fait les principaux bailleurs de fonds du FMI. C'est eux qui ont l'argent assez vite disponible. Maintenant, je vais donc retourner sur ce qui nous concerne et vous présenter un peu ce que nous vendons, qu'on appelle les commodités. Il y en a 3 sortes. Pour ce qui nous concerne, il y a une 4e, mais nous on n'exporte pas la viande. 1. Les énergies. Dans les énergies, vous avez le pétrole, le gaz naturel. L'Afrique compte à peu près pour 25%. Je ne vais pas rester dedans parce que les Arabes ont assez bien balisé le terrain pour en tirer bénéfice. Il y a les produits agricoles sur lesquels je vais m'attarder, notamment le cacao, que je vais utiliser comme un exemple à suivre. Je vais le suivre pour voir les anomalies de notre fonctionnement. Et il y a les métaux. Et dans les métaux, les métaux sont de 2 sortes. Ceux qu'on appelle des métaux précieux et ceux qu'on appelle des métaux non précieux. Vous voyez la liste de quelques métaux précieux. Vous voyez l'or, l'argent, le cuivre, le coltan, qu'on appelle aussi le tantan. En fait, c'est un mélange, c'est le colombine tantan, qu'on a appelé coltan. Le platine et le cobalt. Vous voyez le cobalt, il y en a plein. Et vous voyez les non précieux. Maintenant, dites-vous bien, où se trouvent ces métaux précieux? La plupart se trouvent dans le bassin du Congo. Et c'est la raison pour laquelle le Congo n'a pas de paix. Parce qu'il faudrait contrôler leurs matières premières. Je vais vous emmener dans une balade avec le cacao. Je rentre dans l'agriculture. Notre cacao est vendu dans des marchés qu'on appelle des échanges. Le cacao africain est vendu à Londres. Le cacao asiatique et sud-américain est vendu à New York, dans ce qu'on appelle le NYMEX. Nos métaux suivent pratiquement la même chose. Vendus à New York, à Londres, à Chicago. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces marchés, en vérité, appartiennent pour la plupart à 2 groupes. Le premier, c'est le CME, qu'on appelle Chicago Merchandise Exchange. C'est lui qui contient le COMEX, où sont vendus les métaux. C'est là où on vend la plupart des métaux. Contient le NYMEX et le CBOR, c'est le Chicago Board of Trade. Et le plus grand, c'est le ICE, qu'on appelle Intercontinental Exchange. C'est lui qui a le New York Stock Exchange et le Euronext.
c'est-à-dire l'ensemble de la plupart des grandes places boursières européennes. Ces deux places boursières, ces deux échanges contrôlent à peu près 90% des transactions boursières dans le monde. Donc quand vous restez et vous dites que on enseigne aux enfants à l'université ce qu'on appelle les lois de libre marché, de libre concurrence, mais c'est une blague. Il n'y a absolument pas de libre concurrence du marché. Le marché est contrôlé par deux et en fait, ils travaillent ensemble. Vous voyez bien qu'ils se répartissent des choses. Notre cacao est vendu à Londres, le cacao des autres est vendu à New York. Ils ne se combattent pas. C'est un monopole. C'est un monopole. Maintenant, en dehors de ça, quand il y a les échanges, il faut bien comprendre comment ces choses sont organisées pour pouvoir situer nos problèmes. Pour pouvoir investir en bourse, on investit en bourse à travers ce qu'on appelle des bourses et des banques d'investissement. Je vous donne la liste des 10 plus grandes banques d'investissement dans le monde. Les voilà. Vous voyez Goldman Sachs, JP Morgan Chase, et ainsi de suite. Il n'y a rien d'africain là-dedans. Et en plus, vous voyez même que dans le top 10, il n'y a pas de banque française. Et ça me rappelle l'une des choses que mon ami le professeur Babacar Njo aime bien me répéter. Il aime bien me dire souvent, si vous vous promenez dans une jungle et que vous allez à vous faire manger par un animal, il faudrait bien mieux que ce soit un lion. Parce qu'au moins, si c'est le lion, personne n'aura rien à dire lors de votre funérailles. Et nous, vous voyez, nous sommes manipulés par quelqu'un que nous considérons comme un géant, mais qui parmi les géants est en vérité un nain. Voilà, les 10 plus grandes banques. Et ces banques-là contrôlent à peu près 98% des transactions financières dans la bourse. Nous sommes en dehors presque de tout. Et quels sont les plus grands clients de ces banques? C'est ce qu'on appelle les hedge funds, les fonds souverains et les fonds de pension. Pourquoi est-ce que les fonds de pension pensaient à investir en bourse? Parce qu'en 1972, ils se sont rendus compte que tel qu'elles fonctionnaient, elles ne pouvaient pas remplir leur mission de satisfaire les retraités. Ils ont commencé à investir massivement. Maintenant, nous, même les fonds souverains, nous n'en avons pas. Donc on ne peut pas manipuler les prix. Et on s'assied, on commence à convoquer des concepts abstraits, comme la détérioration des termes d'échange. Il n'y a aucune détérioration des termes d'échange, il faut contrôler son produit sur le marché. C'est la manipulation des prix. Et voilà les choses que nous devions corriger dans le futur. Maintenant, prenons le cacao. Maintenant que cela est planté, regardons donc quoi les choses marchent avec le cacao. Voilà les 5 plus grands producteurs de cacao dans le monde. Qu'est-ce que vous remarquez? Parmi les 5, il y a 4 pays africains. Ces 4 pays africains contrôlent 80% de la production de cacao dans le monde. Et le marché du cacao est un marché d'à peu près 100 milliards de dollars comparé au marché de l'armement qui est de 85 milliards de dollars. Voilà ces 4 pays. Ces 4 pays-là, c'est un monopole. Il n'y a que les pays africains qui ne peuvent pas utiliser et exploiter ce qu'on appelle un monopole. Le président, il dit il n'y a que les 4 pays africains qui ne peuvent pas exploiter l'avantage du monopole sur le cacao. Mais la raison pour laquelle les pays africains ne peuvent pas exploiter l'avantage du monopole sur le cacao, mais c'est parce que les pays africains sont faibles. Ils n'ont pas d'armée. Le Nigeria, c'est un géant au pied d'Agile. On a vu l'exemple avec Boko Haram. Voilà la raison. Très simple. Pour jouir du monopole, tu te bâtis d'abord une puissante armée. On continue. Houphouët-Boigny, en juillet 1987, a décidé de ne pas vendre son cacao. Ça a été une débandade sur les marchés. Et si vous posez la question de savoir pourquoi il y a des problèmes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, n'allez pas beaucoup plus loin que cela. C'est à cause de cette décision. Parce que dans la vente des produits, il y aura ce qu'on appelle des risques qu'il faut contrôler. Maintenant, ici, je vous dis donc que nous sommes les producteurs de cacao, mais voilà ceux qui font tout l'argent. Les voilà. Qu'une compagnie africaine.
Et c'est ceux-là qui ont financé tous les problèmes que vous voyez au Congo. Mais voilà. C'est pour vous dire. Donc, et comment ça se fait? Il y a ce qu'on appelle des risques de marché. Ils ont maîtrisé les deux premiers types. C'est pour ça que je mets le troisième en rouge. Le risque de stockage, ils maîtrisent ça. La livraison, ils maîtrisent, ils ont des compagnies de logistique. Le plus grand risque qu'ils ne maîtrisent pas, c'est pas le risque politique. Et c'est pour pouvoir maîtriser le risque politique que vous avez tous ces coups d'État en France. C'est devenu, au Cap et en Afrique, c'est devenu toute une industrie. À l'époque, ça se faisait par des grands manipulateurs comme les Edouard Bunez. Vous vous souvenez du coup d'État au Guatemala en 1953, où le lobby de la banane a payé Bunez pour qu'il fomente quelque chose, il a manipulé et finalement la CIA a été impliquée, on l'a renversé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est toute une industrie où vous avez des anciens généraux des armées occidentales, vous avez beaucoup d'hommes d'affaires. D'ailleurs, dans mon livre, je parle des intermédiaires. Et il y a une figure dont j'ai envie de dire 2 ou 3 mots. Quelqu'un qui a appartenu à ce qu'on appelle la jeunesse hitlérienne. Son vrai nom, c'est George Schwartz. Vous le connaissez, la plupart parmi vous, comme George Soros. On prétend qu'il a failli faire tomber la bourse de Londres en utilisant une technique qu'il aurait apprise de Karl Popper, qui est la théorie générale de la réflexivité générale. On prend ça exprès, pensez que quand vous allez voir réflexivité générale, vous aurez peur, parce que vous voyez relativité générale à côté et quelque chose d'adieu. C'est du bluff. C'est eux qui sont les intermédiaires que, lorsque les compagnies comme les compagnies chocolatières ont un problème, elles les payent, ils ont mis des infrastructures en place, c'est très sophistiqué, ils ont des ONG comme Open Society, ils ont plein de choses en place. Ils vont fomenter le coût. Ça, c'est l'industrie, ce qu'on appelle les régimes change, changement de régime. C'est très très bien fait. Donc, maintenant, une fois que cela est dit, regardons un peu un cas pratique pour revenir sur notre CFA. C'est un cas pratique fictif. Supposons qu'on ait vendu notre cacao et que la Côte d'Ivoire ait reçu 4 millions, c'est le plus grand producteur, à peu près 40%. Que le Ghana ait reçu 2 millions. Que le Nigeria et le Cameroun aient tous reçu 1 million. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Pour le Ghana et le Nigeria, cet argent est directement viré dans leur compte, dans le compte de leur banque centrale qui se trouve ici à la Réserve fédérale de New York. Parce que tous les pays sérieux ont tous des comptes dans les banques centrales des autres pays. Ghana et Nigeria, pas de problème, c'est viré dans leur compte, à la New York. Qu'en est-il du Cameroun et de la Côte d'Ivoire? L'argent est viré dans le compte de la Banque de France. Pas nous. C'est la Banque de France qui reçoit, qui perçoit notre argent. Or, et elle est chargée de nous inviter. Or, l'argent, comme on dit, le temps c'est l'argent. Pour des pays sérieux, une fois que l'argent est dans leur compte, ça rentre immédiatement en action. Mais pour nous déjà, c'est la Banque de France qui va informer le Trésor français. Après que nous avons peut-être appelé 10 000 fois que oh, le mois approche, la fin du mois approche, on veut l'argent pour pouvoir payer nos fonctionnaires, on ne sait pas. Or, le docteur Djibouti l'a exposé très bien la dernière fois, tout le système financier mondial a failli s'écrouler à cause d'un problème de décalage horaire. Ils ont commencé à régler ces problèmes. Déjà que même les États-Unis, l'économie a failli s'écrouler après l'assassinat de Kennedy. Parce qu'il y avait un problème de décalage horaire pour les transactions et la plupart des banques allaient faire défaut. Donc il y a tout un marché que les banques exploitent dans ce qu'on appelle des swaps, où c'est des prêts à très court terme. Imaginez-vous, votre salaire va tomber peut-être demain et que vous avez un chèque qui doit passer dans votre compte ce soir. Vous pouvez me demander de vous prêter ce montant d'argent et que demain vous allez le rembourser. Ça existe dans le système bancaire. Donc avant que la Banque de France nous informe, elle a gagné énormément d'argent dans ce genre de transactions. Une fois qu'elle informe donc le Trésor français, et le Trésor français nous informe,
qu'est-ce qui se passe? On paye la commission et les frais de service à la Banque de France. On paye les taux de conversion de la monnaie parce que ça va être transformé en euros. La banque, le Trésor français, qui a le contrôle de ce compte, paye tous nos créanciers prioritairement, et la plupart sont français, après qu'ils aient retiré les 50% que officiellement dans le contrat que personne n'a vu leur reviennent. Et ce n'est que le reste. Ils nous demandent qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Ils peuvent aller à Chamaillère nous imprimer une série de billets, la quantité que nous voulons. Ils nous l'envoient. Mais la vérité est que quand vous connaissez le monde financier, l'argent n'a même pas quitté New York. Parce que c'est des jeux d'écriture. La France a-t-il fait beaucoup d'argent avec cela. Et imaginez-nous donc maintenant l'autre scénario où chacun des 4 pays a décidé d'acheter un tracteur aux États-Unis. Mettons que le tracteur coûte $100 000. Le Niger et le Ghana signent leur chèque immédiatement. On vit $100 000, c'est tout ce qu'ils enlèvent de leur compte. Cameroun et Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de redemander au Trésor français. Ça, c'est le vrai circuit. Hein. Déjà, ça a l'air gratuit, mais c'est pas que ça marche. L'argent doit être reconverti en dollars. Et pour ceux qui ont fait finance, vous savez que quand on convertit l'argent, quand on fait le taux d'échange, il y a ce qu'on appelle le axe price et le bit price. Et la différence, c'est ce qu'on appelle le spread. Nous, on paye cela encore. On paye également le service. On a utilisé le compte de quelqu'un. Donc, du coup, pour acheter le même tracteur, nous avons payé 2 fois le même service. On a perdu 2 fois dans les taux d'échange. Même si c'est $1000 qu'on paye, ces $1000 là, c'est beaucoup. Et en plus, c'est absurde. Pourquoi? Parce que pourquoi vous ouvrez un compte, vous êtes un pays normal, dans une banque centrale étrangère, il y a des conditions. C'est vrai qu'il faut que vous déposiez quelques réserves pour garantir les transactions. Mais vous pouvez déposer les réserves ou en or ou en réserve d'échange, si vous voulez. Mais nous sommes les seuls pays qui garantissons, si c'est une garantie, notre argent 2 fois. Tout notre or se trouve à la Banque de France. Donc techniquement, on ne devait plus garantir cet argent avec nos réserves d'échange. C'est la garantie. Donc nous garantissons 2 fois avec des choses que nous ne contrôlons pas. Voilà. Et est-ce que c'est tout? Non. Quand vous envoyez un Western Union au Cameroun, que au Japon envoie Western Union, est-ce que vous savez ce qui se passe? On paye Western Union en dollars, Western Union prend sa commission, mais l'argent, ils doivent le payer au Cameroun. Vous savez chez qui pas acheter les francs CFA? À la France. C'est la France qui a toutes ses réserves. Que ce soit Western Union, MoneyGram, vous savez que la France n'a aucun problème de réserve. Tous ces pays africains travaillent pour la France. Que ce soit le yen japonais, que ce soit le yuan chinois, partout où il y a des acteurs francophones, tout l'argent que vous travaillez là, ça rentre dans les réserves d'échange de la France. Ce n'est pas pour vous. C'est pour que vous mesurez la profondeur du problème dans lequel on se trouve. Maintenant, une fois que cela a été dit, vous avez vu le Ghana, vous avez vu le Nigeria, vous pouvez vous demander que, mais pourquoi donc avec ça, le Ghana, bien qu'il soit un peu plus avancé que les autres pays francophones, n'est pas infiniment plus avancé? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à la Russie, il devait être à des années-lumière des pays du franc CFA. Mais la vérité est que ils ne subissent pas la dictature monétaire au même degré que nous, mais ils la subissent. Pour que vous ayez une idée, je vais passer avec le Ghana. Regardez le conseil d'administration, le premier conseil d'administration de la Banque centrale ghanéenne. Qui est le président du conseil d'administration? C'est un Écossais. Qui est le vice-président? C'est un Anglais. Dans ce conseil d'administration, il y a 2 Ghanéens.
cette banque centrale ghanéenne n'appartient pas aux Ghanéens. Elle appartient aux étrangers, comme la plupart des banques centrales d'ailleurs. Et pour vous dire, actuellement dans le monde, il n'y a que 3 banques centrales qui sont à 100% contrôlées par les nationaux. La Corée du Nord, la Syrie, et le 3e, je vous dis, tous les autres, les Chinois font un assez bon travail parce que même quand le capital privé, c'est un capital privé chinois. Et il y en avait 6. Et l'Iran c'est le 3e. Et il y en avait 6 avant. Il y avait l'Irak, il y avait la Libye, et il y avait l'Afghanistan. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Irak? Qu'est-ce qui s'est passé à la Libye? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Afghanistan? Vous êtes dans un monde dangereux. Et maintenant, vous devez savoir une chose. La banque centrale émet de l'argent. Mais ce n'est pas la banque centrale qui crée de l'argent. L'argent est en vérité créé par les banques commerciales qui tournent, qui gravitent autour de la banque centrale dans le système actuel dit de système bancaire fractionnaire que le docteur Djibouti a totalement expliqué à la dernière conférence. Regardez donc les banques centrales qui tournent autour du Ghana, la banque centrale du Ghana, les banques commerciales, les voilà. Elles sont toutes, la plupart des banques étrangères. Il y a 2 qui sont ghanéennes parce qu'au moins le gouvernement ghanéen a voulu réagir. Vous voyez qu'il y a la banque agricole et il y a la banque d'investissement ghanéenne. Voilà les seules 2 banques qui ont une certaine taille qui appartiennent au Ghana. Et ces banques subissent une brimade incroyable au Ghana. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que c'est ce qu'on appelle les prêts interbancaires qui financent les PME et les PMI. Or, les autres banques là ne vont pas faire les prêts aux banques nationales ghanéennes. Donc du coup, ces banques, pour se faire de l'argent, ou augmentent les taux d'intérêt, elles ont un dilemme. Ou elles augmentent le taux d'intérêt et ça chasse tous ceux qui veulent avoir des crédits, ou sont obligés de les mettre à un taux tellement bas qu'ils ne peuvent plus revendre ces taux d'intérêt à ce qu'on appelle dans le marché secondaire. Donc c'est des banques qui sont en permanence et qui ont besoin d'être en permanence soutenues par l'État. C'est la raison pour laquelle quand vous allez au Ghana, la plupart des Ghanéens sont exclus du système productif, sont exclus de la chaîne de valeur. Quels sont ceux qui contrôlent les commerces et l'agriculture? C'est les Libanais. Et c'est exprès. Ils ont amené les étrangers pour que les réserves du champ du Ghana puissent être contrôlées au point que l'État ghanéen ne puisse pas en avoir. Quand le Ghana a... Vous vous rappelez de ce qu'avait fait M. Amadou Ahidjo, le Frédéric Odor, en donnant de l'argent à nos frères Bamileke. C'est pour ça que quand nous disons ici la trahison, c'est à cause de cette histoire. Le président Ahidjo, ils ont vu que le colon est venu avec les Libanais pour contrôler leur économie. Or, eux, ils ont dit, on donne l'argent à nos frères qui, eux, vont avoir un poids économique sur le territoire national pour chasser les Libanais et les Grecs à l'époque. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Les mêmes gens que nous on a donné l'argent pour nous protéger sont devenus les alliés des autres. Le pied s'est refermé. Quand on parle de plus de trahison, c'est pour que vous compreniez d'où vient la trahison. La trahison, c'est que nous, on s'est appuyé sur eux pour alléger l'État, pour que l'État puisse contrôler son espace économique, au lieu que ça soit contrôlé par les étrangers. Ils sont devenus leurs alliés. Tous les jours, l'ambassadeur de France, il est à l'ouest. L'ambassadeur des États-Unis, il est à l'ouest. C'est de ça qu'il est question, les amis. On continue. Avaler son cacao, parce que quand votre banque centrale se déplace, vos banques commerciales suivent.
Pourquoi? Parce que la banque centrale a des activités limitées. Vous pouvez acheter des sécurités, mais vous n'intervenez pas le marché des banques commerciales. Donc une fois que vous l'avez fait, l'argent passe à les banques commerciales. C'est pour ça qu'ils accompagnent le Ghana. Et du coup, le Ghana, qui est un pays indépendant, qui officiellement a sa banque centrale, quand elle veut faire des grands investissements, elle a besoin d'appeler le FMI. Vous l'avez vu dernièrement, Nana Akufo a dit qu'il n'a pas envie d'aller au FMI. Donc vous voyez que le problème, les pays de la zone franc ont quelque chose de très grave, les autres pays ont quelque chose de moins grave, mais c'est tout ça qui doit être fixé une fois que nous allons prendre le nouveau départ après la sortie du franc CFA. Donc, pour savoir comment est-ce qu'il faudrait opérer, nous regardons le contre-exemple chinois. La banque centrale chinoise est en partie étatique, en partie privée, malgré tout chinois. Mais qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils sont arrangés à mettre autour de leur banque centrale des géants bancaires, des banques géantes commerciales chinoises, purement chinoises. Donc du coup, leur monnaie n'est pas contrôlée par les pays étrangers, comme les autres. Et cela, quel est le résultat? La Chine est le pays qui a les plus grandes réserves d'échange à l'extérieur. Il y aura un jeu monétaire de dévaluation. Et j'entends les Africains dire qu'il faut dévaluer. Vous dévaluez dans les secteurs où vous avez de la compétition et vous voulez gagner des avantages. Vous ne dévaluez pas dans les secteurs où vous n'avez aucune concurrence. Vous vendez vos produits agricoles. Vous dévaluez pourquoi? C'est-à-dire, voilà. Donc, voilà le contre-exemple chinois. Maintenant, une fois que la Chine a vendu, et c'est là que j'arrive, on doit comprendre comment on devra fonctionner. Quand l'État chinois a reçu de l'argent, il achète des sécurités, il redirige l'argent dans ces banques commerciales qui sont chinoises. Cet argent est mis au service des Chinois. C'est pour ça que la diaspora chinoise est une diaspora stratégique. Et c'est comment que nos pays veulent opérer. Transformer la diaspora à une arme stratégique de conquête de marché. Un Chinois qui veut ouvrir un business, il aura l'argent pour ça. Et ils sont à toutes les échelles. Tu veux ouvrir un restaurant, il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans le Haïti. Et on leur demande d'aller ouvrir le Haïti où? À la Silicon Valley. Parce que nous avons vu comme dans un monde naïf, 80% des compagnies à la Silicon Valley sont financées par les services de renseignement. Les Américains financent la plupart, la CIA et les compagnies de renseignement américains financent la plupart des compagnies là, comme le vous avez entendu parler du NQT. Les Russes sont là-bas, ils financent leur service de renseignement finance. Pourquoi est-ce qu'il faut être au même endroit? Parce que c'est une bonne chose d'être parmi ceux qui font le développement. Dans les rencontres, vous entendez des choses. Et c'est ce que nous aussi on devra faire. Une autre partie, les Chinois qui ont étudié la finance du marché et tout, on leur donne de l'argent, ils ouvrent des hedge funds pour investir à la bourse. Ils capturent des places dans les grandes compagnies pour prendre des positions dans le conseil d'administration. Une fois que tu es dans le conseil d'administration, tu entends les secrets, tu connais l'orientation. D'ailleurs, il y a 2 semaines, les Américains ont exclu une compagnie chinoise, je n'ai pas l'exemple exact avec moi, d'une compagnie américaine. Ils ont dit que c'est une affaire de sécurité nationale. Qu'on ne pouvait pas entrer dans le capital jusqu'à ce niveau-là. Mais ce que les Chinois font. Et donc, toute leur diaspora, et en plus, le travail que les diaspora fait, ils ont des magasins chinois. Tout est chinois. Ils capturent tout l'argent en termes de devises que les Chinois produisent. Et c'est l'orientation qu'on devrait avoir. On a une diaspora qui a toutes les compétences, mais elle est abandonnée. Comme ça, on ne connaît pas l'exploiter. Ça fait que chacun dépense. Tu veux manger, tu vas à un restaurant chinois, tu fais entrer ton argent dans le circuit chinois. Tu ne vas pas sortir de là. Donc, on va dire que parmi les solutions, on devra apprendre à gérer convenablement la diaspora en termes de capacité financière. Déjà qu'il y a quelques années, j'avais lancé l'idée d'avoir un magasin africain, un supermarché africain, bon, avec les intrigues camerounaises. Mais l'idée n'est pas morte, parce que c'est la voie à prendre.
intervenir brutalement dans les marchés. Vous croyez que les Chinois qui sont en Afrique, ça n'obéit pas à une stratégie? C'est une stratégie de continuation, de conquête de marché. Un Chinois qui vient acheter des terres, ouvre, crée des plantations, mais c'est des devises. C'est toute une politique. Mais si vous demandez au gouvernement africain, donnez-nous la liste des membres de votre diaspora et ce qu'ils font dans la diaspora, ils ne savent pas. Voilà les dilemmes dans lesquels nous sommes. Donc, je l'ai déjà dit que la Chine était le premier bailleur de fonds du FMI. Maintenant, on doit quand même essayer de parler, j'ai déjà brossé et évoqué un peu quelques éléments de solution. Qu'est-ce que ces éléments de solution doivent intégrer? On doit pouvoir contrer et contrecarrer la politique des risques politiques, les risques politiques, c'est-à-dire les coups d'État en Afrique, les rébellions qu'on dit spontanées. Je vous rappelle qu'il y a très peu de rébellions en Afrique qui ont été le fait des Africains. Ces rébellions sont toujours, les ficelles sont tirées derrière. Et la partie très triste dedans est que les Africains occupent toujours le plus bas niveau dans l'échelle. Vous vous souvenez, à la guerre du Biafra, le colonel allemand du nom de Hofsteiner, il avait la troupe très célèbre qu'on appelle le 4e commando, on appelle les Kodo. Hofsteiner était un ancien de la Légion étrangère française, un Allemand. C'est lui que les Français ont envoyé là-bas pour former les troupes. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'anciens généraux américains qui sont en Afrique. Ils disent qu'ils viennent créer des compagnies de sécurité, mais c'est des agences de recrutement de rebelles. C'est intégré dans un circuit très complexe et extrêmement bien structuré. C'est pour ça que nous devons aussi nous ajuster et mettre en place des institutions qui vont contrecarrer cela. 2. On doit, dans les solutions, on devra pouvoir nous trouver un moyen de préserver nos réserves de change. Parce que c'est un frein au développement. Pourquoi? Quand vous regardez tous ces pays-là, nous finançons nous-mêmes notre propre déchéance. On enrichit nos ennemis. On enrichit ceux qui sont là pour nous détruire. Et comment est-ce que ça se fait? La multiplication des fonds souverains. Aujourd'hui, en Afrique, dans les réserves, l'Algérie a un bon niveau de réserve. Et je vais vous dire pourquoi. Pour les pays arabes, pour se préserver contre l'impérialisme bancaire, se sont appuyés sur une composante de leur culture, qui est la religion. Ils ont dit que l'islam ne permet pas des prêts avec intérêt. C'est comme ça qu'ils ont à peu près réussi à se protéger. Et en dehors des pays arabes, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a voté un fonds souverain. Aucun autre pays. Et l'Afrique du Sud est également membre de la Banque des paiements internationaux comme l'Algérie. Le Nigeria a été refusé. On doit rentrer dans ce qu'on appelle le wealth management. Parce qu'une fois que vous avez des réserves, vous devez savoir les placer pour enrichir. Parce que le principe de l'argent, de l'enrichissement, est que l'argent doit pouvoir tourner entre vous plusieurs fois et éventuellement ne même pas sortir de votre cercle. Pourquoi? Il y a l'effet multiplicatif que le texte avait expliqué. Et pour ceux qui ont un peu fait des maths, quand vous prenez de l'argent entre dans une banque, il n'y a que 10% en gros qui doit rester dans la banque. Vous pouvez faire partie 90%. Mais la vérité est que vous écrivez les chèques pour 90%. C'est comme vous garantissez qu'il y aura 90%. Donc, 0,9. Ça va dans une autre banque. Elle aussi elle a le droit de garantir, de mettre seulement 10% et de prêter 90%. Même si quelqu'un prend à la deuxième banque et ramène à la première banque qui a prêté, elle a le droit, avec cet argent-là, de laisser seulement officiellement 10%. Pour ceux qui ont fait les maths, ça s'appelle une suite géométrique. Ça s'appelle une suite géométrique. Une suite géométrique de raison 0,9. Si vous prenez la limite, c'est 10. Ça veut dire que quand nous mettons 1 milliard dans la Banque de France, l'effet que ça aura sur l'économie à terme
c'est 10 milliards. Et nous ne bénéficions pas de cet effet multiplicatif. Il suffit qu'il y ait 3 ou 4 transactions. S'il y a 4 ou 5 transactions, l'effet que cet argent a dans l'économie est multiplié par 3, au moins. Vous voyez donc où se trouve toute l'importance de bien comprendre le management des circuits bancaires et d'être assez sérieux avec cela. Le dernier point que vous avez dit qui doit être intégré, j'ai dit qu'il faut qu'on puisse exploiter la diaspora. Il est inadmissible que chacun de nous puisse acheter la maison en allant prendre l'argent dans une banque qui n'est pas notre banque. Voilà ce qu'on appelle les opportunités manquées que nos pays ne maîtrisent pas. On devrait avoir les banques africaines, on devrait avoir les commerces africains, que quand tu lèves, tu vas acheter un vêtement dans un commerce africain. Ta maison, le prêt est dans une banque africaine. Tu vas dans un hôpital africain. Et si tu dois acheter une voiture étrangère, vous vous concentrez dans quelques compagnies seulement pour faire baisser les prix et leur imposer vos conditions. Et leur dire que vous allez rentrer dans le capital. C'est comme ça c'est ce qu'on appelle la bonne gestion de ces avoirs. Quelles sont les communautés qui le font? Les Juifs le font, les Chinois le font, les Coréens le font, les Arabes le font, ceux qui le font, les Irlandais le font, les Italiens le font, les seuls qui ne le font pas, c'est ou les Africains ou les Africains-Américains. Vous savez que c'est eux qui sont les seuls laissés pour compte dans cette économie. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le fonctionnement économique. Et donc, rapidement, il dit, quand il dit ça, voilà les pistes de solutions que je propose. Pour qu'on doit déjà développer le commerce interafricain et nous arranger à préserver nos réserves. Parce que ce que je n'ai pas dit pendant la présentation est que ce qui se passe avec les États-Unis se passe même avec le Nigeria. Quand on achète quelque chose au Nigeria, ça passe par la Banque de France. On achète quelque chose en Côte d'Ivoire parce qu'on est dans 2 systèmes francs différents, ça passe par la Banque de France. Et vous vous étonnez pourquoi le commerce interafricain est aussi faible. Donc les pays africains doivent s'arranger déjà à mettre un système bancaire efficace et dans ce système bancaire-là, se donner entre eux des lignes de crédit. Imaginez-vous, si le Cameroun échange avec le Nigeria et que on achète au Nigeria pour $1 million, ils achètent au Cameroun pour $2 millions, pourquoi est-ce que tout l'argent doit aller en France? On se donne les lignes de crédit. On dit, ok, Nigeria, vous pouvez aller jusqu'à $2 millions au Cameroun, sans que vous n'ayez à échanger quoi que ce soit. Cameroun de même. Et nous ne sommes pas en train de l'inventer. C'est un système qui existe avec la Banque des règlements internationaux. C'est la raison pour laquelle, au plus fort du ressentiment anti-allemand en France, c'est l'Allemagne qui a sauvé la France de sa première crise économique vers la fin des années 60. L'Allemagne leur a glissé un prêt sans intérêt à travers la Banque des règlements internationaux. Ils ont ce fonctionnement. C'est les pays européens qui ont sauvé les États-Unis d'une crise financière après l'assassinat de Kennedy. Ils ont dit tu peux utiliser toutes les lignes de crédit au directeur de la banque, toutes les lignes de crédit américaines que ces pays ont là-bas. Donc on doit pouvoir le faire. Et on ne peut pas le faire dans le contexte actuel parce que les Africains ont ce qu'on appelle l'association des banques centrales africaines. Et ça existe. C'est pas que ça n'existe pas. Tous les trucs dont ça existe. Mais c'est d'une inefficacité incroyable. On doit pouvoir mettre en place quelque chose de plus bon. Et maintenant, au niveau, mais ces choses ne peuvent pas marcher tant qu'il y a 2 pays qui ne sont pas fortement impliqués, au moins dans ce qu'on appelle l'Afrique noire. Ces 2 pays, c'est le Nigeria et le Congo. C'est les 2 seuls géants, c'est les 2 vrais géants. Toute alliance que vous faites en dehors de ces 2 sont des alliances qui sont vouées à l'échec, ils sont très déséquilibrés. Comme je vois en Afrique de l'Ouest, essayer de mettre un truc en place, il y a le Nigeria. Il est trop géant pour eux.
Les deux piliers sur lesquels les banques centrales africaines devront s'appuyer sur le futur, c'est le Nigeria et le Congo. C'est deux grosses économies. Et les autres vont s'y intégrer au fur et à mesure. Tout l'Afrique doit travailler vers cette convergence économique entre le Congo et le Nigeria. Maintenant, l'autre truc, nos produits d'exportation, on doit parler en rang dispersé. C'est ces rangs dispersés-là qui nous créent des problèmes. Comme vous avez dit, tout le problème en Côte d'Ivoire, ça remonte en 87 quand Houphouët-Boigny a dit « je ne vends pas mon cacao ». Les autres en ont profité pour le vendre à des prix un peu plus hauts, croyant qu'il se faisait du bien, il se faisait du mal. Quand vous contrôlez 80% d'un secteur, c'est un monopole. Vous devez être les maîtres du jeu. Et pour qu'on soit des maîtres du jeu, on doit mettre en place une institution solide qui gère ça. Et qui va résister. Non seulement sur le plan agricole, mais même sur le plan des métaux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours recommandé, je le dis dans mon livre, que la vente de nos matières premières soit centralisée. Les pays commencent à travailler dessus. J'ai vu que les pays de l'Afrique centrale ont essayé de créer ce qu'on appelle mettre en place un code minier commun. C'est déjà un premier pas qu'il faut encourager, mais il faut aller plus loin. Il n'est pas que question du code minier. Il est question de la centralisation, de la gestion de ces produits. Quand nous les aurons, vous n'allez pas voir les problèmes comme les coups d'État. Les coups d'État obéissent toujours à des occupations sur les sites où il y a des matières premières. Dès qu'on a découvert le coltan en Sierra Leone, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une guerre en Sierra Leone. Et quand la guerre n'a pas produit, c'est que ceux qui ont créé la guerre voulaient, il y a eu Ebola. Ebola, c'est la continuation de la guerre, c'est une guerre bactériologique. Pour se préserver contre cela, tous ces petits pays, on doit avoir, vous pouvez l'appeler un trust, un institut central qui va gérer toutes nos matières premières, un seul lieu de discussion. Comment est-ce que ça va être organisé? C'est à vous, les penseurs africains, de le faire, de le dire. Pourquoi? C'est un travail très difficile à faire. Pourquoi? Parce que à l'état actuel des choses, ce qu'on enseigne comme économie ne peut pas nous servir à grand chose. Parce que cette économie, en vérité, navigue autour de ce que je vais appeler deux vraies théories. La première, c'est la théorie de la rationalisation du pillage. La deuxième, c'est la théorie de la gestion des biens mal acquis. C'est ce qu'ils font. Or, nous les pays africains, à l'heure qu'il est, où le monde est en train de vivre un changement rapide, parce que les pays occidentaux qui ont dominé l'économie mondiale et le monde pendant près de 500-600 ans sont essoufflés, ils sont en train de perdre du terrain. Ça se voit quand vous regardez leur taux d'endettement. Ils sont presque tous endettés à près de ou à plus de 100% de leur produit intérieur brut, ce qui est irréversible. Deux, vous commencez à avoir la fébrilité dans leur fonctionnement, leur interaction. Vous avez vu, l'Allemagne a demandé la place au Conseil de sécurité à la France, ils disent que ça devrait leur appartenir. Vous voyez que KLM, la compagnie néerlandaise, a pratiquement racheté France, Air France, une compagnie ainsi de suite, se font des guerres. Mais on doit garder présent à l'esprit que ces gars ne vont pas aller sans un vrai combat. Et nous, dans nos ressources, parce que c'est nous, en tant qu'Africains, qui avons donné au monde ce qu'on appelle sa première humanité, ça c'est indiscutable. Il n'est pas question pour nous de rentrer dans la prédation une fois qu'on sera débarrassé de ce vestige encombrant du CFA,
mais de rétablir une certaine, d'assainir, si vous voulez, le monde financier. Et ça va s'appeler la deuxième humanité. Nous sommes capables de le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes les dépositaires d'à peu près 3/4 ou 3/5 de toutes les ressources naturelles dans le monde. Nous sommes à peu près 1 milliard. Et comme a dit le docteur Henry Clark, il a dit si quelqu'un n'a pas envie de se sentir africain, c'est très bien pour lui. Que tout compte fait, les Africains n'en ont pas besoin. Qu'on a besoin de personne. Que quand vous êtes 1 milliard, vous avez 3/4 ou 3/5 des ressources naturelles, vous n'avez besoin de personne. J'entends souvent des gens, j'ai entendu plusieurs fois, des gens disent que le CFA est une bonne chose. Très bien pour eux. Et d'autres ont même dit qu'ils le disent parce qu'ils ont été de très hauts fonctionnaires au FMI et à la Banque mondiale. J'ai envie d'apporter quand même une petite précision. Le FMI est dirigé par ce qu'on appelle un comité directeur. Ce comité directeur a 5 personnes, 5 membres. 5 membres qui défendent 5 intérêts géographiques. Vous avez Christine Lagarde, quand elle regardait, qui est française, elle défend les intérêts européens. Vous avez Naoyuki Shinohara, qui est japonais, il défend les intérêts japonais. Vous avez le docteur Zumi, qui est chinois, il défend les intérêts chinois. Quand le pétrole devenu quelque chose de très important, ils ont voulu intégrer les Arabes avec un pays qui est malléable. Vous savez qu'il y a, comment on l'appelle, je vais me souvenir de son nom, elle est égyptienne, elle défend les intérêts arabes. Nemat Shafik, voilà son nom, Nemat Shafik. Et le gros, dans ce groupe-là, c'est John Lipton, l'américain, qui défend les intérêts américains. Et c'est le seul qui a le droit de veto au FMI. Si quelqu'un vous dit qu'il a participé à une décision du FMI et qui n'appartient pas à ce groupe de 5, il vous raconte des histoires. Et d'ailleurs, je vous réfère à certains très bons livres qu'il faudra lire. Il y a un qu'on appelle La bataille de Bretton Woods, écrit par Ben Steele, qui vous relate toutes les intrigues qu'il y a eu. Si vous le lisez, vous comprenez même exactement pourquoi le Conseil de sécurité est à sa forme actuelle. Et c'est toujours, comme je vous l'ai dit au départ, dans ce cadre-là que le CFA, on a fait cette concession à la France. Pourquoi? La France voulait la 3e position en termes de quotas. Le FMI fonctionne en termes de quotas. La Chine a réclamé d'avoir un quota supérieur à celui de la France. Bon, on voulait la Chine dedans. L'Union soviétique, à l'époque, a réclamé d'avoir un quota qui n'est pas loin de celui de l'Angleterre. Donc les États-Unis ont eu le plus grand quota, suivi de l'Angleterre. L'Union soviétique n'était pas loin. Le 4e était la Chine et le 5e était la France. Donc la France a demandé 2 choses. Elle a demandé que son quota soit supérieur à la somme de tous les quotas des pays du Benelux pour leurs problèmes internes et cette faveur sur le CFA. Et l'un des grands architectes de cette conférence de Bretton Woods, qui est Henry Morgenthau, je vous laisse avec une de ces solutions. Donc, ça c'est un truc. Ok, voilà ce qu'il dit quand il vous parle de ce que les Allemands ont fait. Il dit, le système qu'on vit en Afrique francophone, en fait, est l'un des éléments qui apporte la guerre. Quand les Allemands ont commencé les manipulations, ils ont commencé les manipulations avant la Première Guerre mondiale. Ils disent que c'est ça, ça a déstabilisé le commerce et que c'est ce qui a poussé les pays à la guerre. Il y a des intellectuels africains qui sont assez hésitants et qui disent qu'ils maîtrisent très bien ce problème, alors qu'en vérité, ils n'expriment que leur ignorance. Et à cela, je laisse une citation de Goethe. Celle-là. Nul n'est plus désespérément asservi que celui qui croit qu'il est libre. Il y a des gens qui disent le CFA, c'est notre monnaie. C'est à eux que Goethe s'exprime. Et sur ce, je ferme cette première partie. Bon. Vous voyez comment nos 2 frères Bikima expliquent le franc CFA avec
les biens physiques, ça veut dire cacao, les minéraux, il explique. Quand il parle des risques politiques, il dit qu'il faut diminuer au maximum les risques politiques. Mais il ne sait pas que les risques politiques sont organisés par les mêmes qu'il a cités. Comment on fera pour ne plus avoir les gens comme les Kamto? C'est ça les risques politiques. Parce que vous aurez toujours un Africain qui viendra vous dire, moi aussi je veux être président. Vous aurez toujours les Ebenezer Akwanga. Vous aurez toujours les gens comme les Cho Ayabash, Lucas. Vous aurez toujours les gens comme les Ayuk Tabe. C'est ça qu'on appelle les risques politiques. Vous avez donc compris que la Banque centrale du Ghana, le président de la banque, c'est un Suédois. Le conseil d'administration, le président du conseil, c'est un Suédois. L'autre, c'est un Anglais. Donc, il y a un seul Ghanéen. C'est pareil au Nigeria. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un pays qu'on appelle la Bolivie, avec le président qu'on appelait Evo Morales. Il a réussi à nationaliser sa banque centrale. Il a fait partie des Blancs qui étaient là-bas. Vous savez ce qu'il a eu au mois de novembre? Révolution de couleur. On l'a chassé du pouvoir. Il est au Mexique. Résultat de course. On a mis un pantin qui a ramené les 3 membres du conseil d'administration qui étaient à l'origine. Donc, quand tu connais ça, donc, vous comprenez clair et net. Même quand nous allons avoir notre banque centrale, il ne faut pas penser que la lutte aide, ça arrête là. Non. Il faut maintenant faire ce qu'on appelle jeu de rapport de force. Il faut reconnaître que tu es faible. Qu'est-ce que tu vas concéder? On vous vante les pays anglophones, souvent non. Voilà la réalité. On vous vante les pays anglophones, non. J'ai entendu dernièrement, on a vanté le Botswana. Oh, le Botswana, moi je riais. Parce que ce qu'il dit, c'est la réalité. On te vante le Botswana sur le papier. La réalité sur le terrain, tu vas avoir les pauvres. Comme ça. C'est la réalité. En tout cas, je vous remercie d'être venu. On se reprend demain soir, 18h50. Et passez une bonne nuit. Bouyaka, Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma vie, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits. Monsieur Ndom, qu'est-ce que tu appelles développement? Toujours entouré par la famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on met un truc à marcher pour la maille. Mafia City, Mafia City. Messi, ouais. Messi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love, trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God.
car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema Bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc comme un pied pour les balais. Mafia City, qu'est-ce qu'il ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc à l'objet pour les bailler. Mafia City, qu'est-ce qu'il ouais. Yeah. Aïtrema Bouyaka. Trop de love, me I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman, et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema Bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc comme un pied pour les balais. Mafia City, qu'est-ce qu'il ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Ah, monsieur Ndom, je te lis depuis là, mais vraiment, tu es vraiment une déception. Hein. Tu es vraiment une déception. Mon discours, c'est toi qui devais l'avoir. Et je suis désolé. Bonsoir à vous tous, on se reprend demain. Moi j'adore, moi j'aime bien Cabral Libye. Mais je dis juste qu'il laisse le programme de Kanto de côté. C'est pas son programme qu'il avait. C'est quelqu'un que j'aime. Mais je dis qu'il laisse le programme de Kanto. Réforme agraire, nous ne voulons pas. Nous savons bien ce que la réforme agraire va créer dans 50 ans. On sait. Comme les gens en parlent, là, vous pensez comment? On sait ce que ça va créer dans 50 ans, la réforme agraire. Ce que vous trouvez bien aujourd'hui, là, maintenant, là. Gars, regardez loin. Salut à tout le monde.